La vie a une façon cruelle de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Cet appel a tout bouleversé. La voix de mon fils Marcel sonnait différente au téléphone, presque méconnaissable. « Maman, prépare tes valises, je vais t'emmener là où tu le mérites. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. À 68 ans, après une vie entière de sacrifices, je n'aurais jamais imaginé que des mots aussi simples puissent cacher une trahison aussi profonde. Je suis Jacqueline Moreau et je vous parle aujourd'hui sur la chaîne Souvenirs de grand-mère. Ce que je vais vous raconter fait encore se serrer mon cœur dans ma poitrine, même après tout ce temps. Pendant que je rangeais mes vêtements dans ma valise ce jeudi matin, je me souviens avoir regardé les photographies sur l'étagère du salon. Des images jaunies d'un petit Marcel, souriant sans ses dents de devant, tenant ma main au parc. Le même garçon qui maintenant, à 45 ans, avait dans le regard quelque chose que je ne reconnaissais plus. 40 ans, j'ai travaillé comme couturière dans l'un des ateliers les plus prestigieux de Lyon. Mes mains connaissaient la texture de chaque tissu, le poids exact de chaque fil, la résistance de chaque bouton. Je me réveillais quand il faisait encore nuit, je préparais un café noir qui m'accompagnait pendant le trajet en 2 bus jusqu'au centre-ville et je rentrais quand les étoiles décoraient déjà le ciel. Tout ça pour lui, pour Marcel, pour lui donner la vie que je n'avais jamais eue. Quand François, mon mari, est décédé dans cet accident sur le chantier, Marcel avait à peine 7 ans. Je me souviens de ses yeux confus à l'enterrement, sa petite main accrochée à la mienne, comme s'il craignait que je disparaisse aussi. Cette nuit-là, en le bordant, je lui ai fait une promesse. « Tu ne manqueras jamais de rien, mon petit. Maman sera toujours là pour toi. » Et j'ai tenu cette promesse avec chaque goutte de sueur, avec chaque nuit sans dormir, avec chaque euro économisé. Je lui ai offert des études universitaires, quelque chose que ni François ni moi n'avions pu ne serait-ce qu'imaginer. Je l'ai vu obtenir son diplôme d'ingénieur, fier depuis le dernier rang de l'amphithéâtre, avec ma seule belle robe et la broche en argent héritée de ma mère. Je l'ai aidé pour l'acompte de son premier appartement, même si cela signifiait vendre les maigres économies que j'avais pour ma vieillesse. Et quand il a rencontré Sylvie, cette femme au sourire parfait et au regard calculateur, j'ai organisé le meilleur mariage que mes ressources permettaient, parce que je voulais que mon fils soit heureux. Je ne me suis jamais plainte quand les visites sont devenues plus rares. Je comprenais que les jeunes ont leur propre vie, leurs propres préoccupations. Je me contentais des appels hebdomadaires qui, peu à peu, sont devenus mensuels. Je me disais que c'était normal, que c'est ainsi que fonctionne la vie. Les enfants grandissent, font leur chemin, et les parents doivent apprendre à lâcher prise. Ce que je n'avais jamais imaginé, c'est que lâcher prise signifierait être arraché de ma propre maison, du foyer que j'avais construit pierre par pierre pendant des décennies. Cette maison dans le quartier de la Croix-Rousse, que j'avais achetée avec l'argent de mon indemnité quand l'atelier a fermé, ajoutée à chaque centime que j'avais pu économiser pendant des années. Ces murs vert clair que j'avais peints moi-même, le petit jardin arrière où je cultivais du basilic, du romarin et du thym, la cuisine où j'avais préparé tant de plats que Marcel dévorait avec enthousiasme en rentrant de l'école. 3 mois avant ce fameux appel, Marcel était venu me rendre visite avec une chemise pleine de papier. « Maman, m'avait-il dit avec un sérieux inhabituel, Sylvie et moi sommes inquiets pour toi. Tu vis seule, tu n'es plus toute jeune, et s'il t'arrivait quelque chose, il y aurait beaucoup de démarches compliquées. Nous avons parlé à un avocat et nous pensons que le mieux est que tu signes ces documents. C'est juste pour faciliter les questions bancaires, pour pouvoir t'aider avec les paiements et les démarches. Je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance à l'enfant que j'avais élevé, à l'homme qu'il était devenu. J'ai signé chaque page sans lire les détails, convaincu que mon fils ne voulait que le meilleur pour moi. Je n'ai jamais imaginé que je signais le transfert de ma propre maison à son nom. Je n'ai jamais pensé que ces documents seraient la première étape d'un plan calculé pour se débarrasser de moi. Le matin où j'ai reçu son appel, j'ai ressenti un mélange étrange d'excitation et d'inquiétude. Marcel m'invitait rarement à sortir, encore moins avec tant d'empressement. « Prépare tes valises, maman. Je vais t'emmener là où tu le mérites. » J'ai pensé, naïvement, que c'était peut-être une surprise pour mon anniversaire qui approchait. Peut-être un petit voyage, une visite au terme que j'avais toujours voulu connaître. J'ai préparé une valise modeste, quelques vêtements de rechange, ma brosse à dents, mes médicaments pour la tension,
Et ce châle tricoté que ma comadre Josette m'avait offert avant de partir en Espagne. J'ai regardé une dernière fois ma chambre, sans savoir que ce serait vraiment la dernière. J'ai observé avec nostalgie le couvre-lit à patchwork que j'avais confectionné avec des chutes de tissus spéciaux, un morceau du premier uniforme scolaire de Marcel, un bout de la robe que je portais quand François m'a demandé en mariage, des fragments d'une vie entière cousue avec patience et amour. Quand Marcel est arrivé, il m'a à peine regardé dans les yeux. Il y avait quelque chose de distant dans son attitude, quelque chose de froid qui me rappelait plus Sylvie que le garçon chaleureux que j'avais élevé. Il a pris ma valise comme on porte un fardeau lourd et l'a jetée dans le coffre sans précaution, sans considération pour ce qu'elle pouvait contenir. « Et Sylvie, elle ne vient pas avec nous ?» ai-je demandé en m'installant sur le siège passager. « Elle est occupée avec des démarches » a-t-il répondu sèchement, démarrant la voiture d'un mouvement brusque. Pendant le trajet, j'ai essayé de maintenir une conversation. Je lui ai demandé pour son travail, pour ma petite fille Camille, qui était déjà à l'université, pour les projets de vacances d'été. Je n'ai reçu que des réponses sèches, des monosyllabes lancées en l'air, avec une impatience évidente. Quand la voiture a commencé à s'éloigner du centre de Lyon, à monter des rues de moins en moins familières, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La Croix-Rousse était derrière nous et nous nous enfoncions dans des zones que je n'avais jamais visitées. « Marcel, où allons-nous » ai-je demandé, essayant de garder le calme dans ma voix. « Tu verras, maman, c'est une surprise. » Nous avons continué à monter par une route sinueuse, bordée de cyprès et d'eucalyptus. L'air devenait plus frais, le paysage plus rural. Finalement, après presque 1 heure de voyage dans un silence inconfortable, j'ai vu au loin un bâtiment de 2 étages, peint d'un bleu délavé qui contrastait avec le vert intense des arbres qui l'entouraient. Marcel a arrêté la voiture devant un portail métallique. Une enseigne discrète, mais sans équivoque, a fait que mon cœur s'est arrêté un instant. Résidence Les Tilleuls, maison de retraite. Mon fils, c'est une maison de retraite, ai-je murmuré, la gorge soudainement sèche. Marcel a coupé le moteur et a soupiré profondément avant de répondre. Ses mains étaient toujours accrochées au volant, les jointures blanches à force de serrer. « Maman, c'est le mieux pour tout le monde. Nous n'avons plus de place à la maison et tu vas avoir besoin de soins que nous ne pouvons pas t'offrir. » Des soins ? Je cuisinais encore tous les jours. Je m'occupais de ma propre maison. Je faisais mes promenades matinales au parc de la Tête d'Or. Quels soins étaient-ce dont j'avais besoin ? La vérité a commencé à se révéler dans les non-dits. Il ne s'agissait pas de soins. Il s'agissait de commodité. Ma présence était devenue gênante pour la vie que Sylvie voulait construire. « Tu ne peux pas me faire ça » ai-je dit, sentant les larmes se former au coin de mes yeux. « Cette maison est à moi. Je l'ai construite avec la sueur de mon travail. La maison est à mon nom maintenant, maman. Tu as signé les papiers, tu te souviens ? C'était pour faciliter les questions bancaires. Et alors, comme un éclair, je me suis souvenu. Cette pile de documents que j'avais signés des mois auparavant, quand Marcel avait dit que c'était juste une formalité pour m'aider avec les comptes. J'avais transféré ma propre maison à son nom, sans me rendre compte des conséquences de cet acte de confiance. Le portail bleu s'est ouvert. Une femme en blouse blanche s'est approchée avec un sourire répété. Monique, j'ai découvert plus tard, était l'assistante sociale de la résidence Les Tilleuls. Pendant qu'elle parlait d'horaires de visite et de procédures d'adaptation, j'observais à travers les fenêtres du lieu des visages vieillis qui me regardaient avec curiosité. Certains saluaient timidement, d'autres observaient simplement avec des yeux qui avaient déjà vu trop d'abandon. Marcel a sorti ma valise de la voiture et l'a posée par terre. Il a fait mine de m'embrasser, mais a reculé. Peut-être que le poids de la culpabilité était trop grand, même pour un câlin d'adieu. « Je viendrai te rendre visite dimanche », a-t-il promis, sans me regarder dans les yeux. Et alors, de la même façon abrupte qu'il était entré dans ma vie 45 ans plus tôt, mon fils est parti, laissant derrière lui non seulement sa mère, mais aussi toute trace du garçon que j'avais connu autrefois. Cette première nuit à la maison de retraite, couché dans un lit étrange avec des draps qui sentaient le désinfectant, j'ai pleuré silencieusement, non pas pour les murs de ma maison, ni pour les objets laissés derrière. J'ai pleuré pour le fil invisible qui s'était rompu entre mon fils et moi. J'ai pleuré pour la trahison qui est venue des mains
que j'avais moi-même appris à écrire. Mais quelque chose en moi, cette force qui m'a toujours poussé, refusait d'accepter cela comme le chapitre final de mon histoire. En séchant mes larmes, une résolution est née dans mon cœur. Je ne serai pas simplement une vieille femme de plus abandonnée. Je n'accepterai pas que ma vie, construite avec tant d'efforts, se termine entre ces murs inconnus. D'où venez-vous? Connaissez-vous Lyon, cette belle ville traversée par 2 fleuves? Avez-vous déjà visité la Croix-Rousse, ce quartier des Canutes où j'ai vécu toute ma vie? Si vous voulez connaître la suite de mon histoire, comment j'ai découvert un complot immobilier qui a secoué toute la ville, abonnez-vous à Souvenirs de grand-mère. Dans cette première partie, je vous ai raconté comment tout a commencé. Dans la prochaine, vous découvrirez comment une rencontre inattendue a changé le cours de mon destin. Les premiers jours à la résidence Les Tilleuls furent les plus difficiles de ma vie. Dans cette chambre étrangère, au mur d'un blanc clinique, je n'arrivais ni à manger, ni à dormir. Le nœud dans ma gorge semblait permanent. Je revoyais sans cesse le visage de Marcel, ce regard fuyant quand il m'a laissé là, comme un bagage encombrant dont on se débarrasse. Moi qui avais cousu des centaines de robes de mariée, je n'avais pas su voir les fils qui se défaisaient dans ma propre famille. Chaque matin, une aide-soignante frappait doucement à ma porte, apportant un plateau de petit déjeuner que je touchais à peine. « Madame Moreau, il faut manger un peu, pour garder vos forces, » disait-elle, avec une gentillesse qui me faisait monter les larmes aux yeux. Pourquoi cette inconnue se souciait-elle plus de moi que mon propre enfant? Je passais mes journées assise près de la fenêtre, observant le jardin, où d'autres résidents se promenaient ou participaient à des activités. Des vieux, comme on dit, comme moi désormais. Certains souriaient, riaient même. Comment pouvaient-ils trouver de la joie dans cet exil forcé? Je ne comprenais pas, ne voulais pas comprendre. La colère et la tristesse se disputaient chaque centimètre de mon cœur. Le dimanche arriva, et avec lui, l'espoir ténu que Marcel tiendrait sa promesse de visite. J'ai mis ma robe bleue, celle que je gardais pour les occasions spéciales. J'ai coiffé mes cheveux avec soin, appliqué un peu de rouge à lèvres. J'ai attendu dans le salon commun, scrutant l'entrée à chaque bruit de porte. Les heures ont passé. L'après-midi s'est étiré. Le soir est tombé. Marcel n'est jamais venu. Cette nuit-là, allongée dans ce lit qui n'était pas le mien, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Je n'étais pas seulement trahie, j'étais oubliée, effacée, comme si toute une vie de dévouement pouvait être balayée d'un revers de main. Au 4e jour, alors que je restais murée dans mon silence, quelqu'un a frappé à ma porte. Ce n'était pas l'aide-soignante habituelle avec son plateau, mais une femme élégante d'une 60aine d'années avancées. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un chignon impeccable, et ses yeux bleus pétillaient d'une intelligence vive que les années n'avaient pas émoussée. « Bonjour, je suis Françoise Lambert. Votre voisine de couloir ?» s'est-elle présentée, entrant sans attendre mon invitation, portant une assiette avec une part de gâteau. On ne se remet pas d'une trahison en restant enfermé entre 4 murs. La douleur ne diminue pas quand on l'évite, elle s'installe. J'ai voulu lui dire de partir, que je n'avais besoin de personne, mais quelque chose dans sa présence m'en a empêché. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, comme si nous étions des amis de longue date. Mangez un peu de ce gâteau à l'orange. Je l'ai préparé ce matin à l'atelier cuisine. Ce n'est pas aussi bon que ce que je faisais dans ma cuisine, mais ça reste mangeable. Devant son assurance tranquille, mes défenses ont commencé à s'effriter. « Comment savez-vous que j'ai été trahie ?» Françoise a souri, un sourire qui n'avait rien de joyeux. Nous sommes nombreux ici à reconnaître ce regard, cette façon de fixer la fenêtre comme si elle était une porte vers un passé qu'on ne peut plus atteindre. Elle a posé sa main sur la mienne, une main marquée par les années, mais étonnamment chaude. « Parlez-moi. Parfois, les mots sont le seul pont qui nous ramène vers nous-mêmes. » Et j'ai parlé. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai laissé les mots se déverser comme un barrage qui cède. Je lui ai raconté Marcel, ce petit garçon qui me suivait partout dans l'atelier de couture, fasciné par les machines et les tissus. Comment je l'avais élevé seul après la mort de François. Les heures supplémentaires, les nuits de couture à domicile pour lui payer des études. Sa rencontre avec Sylvie, cette femme au sourire calculateur qui semblait me tolérer plutôt que m'apprécier. Les visites de plus en plus rares,
les appels téléphoniques de plus en plus courts, puis ces papiers que j'avais signés, convaincu qu'ils étaient pour mon bien. Il m'a dit que c'était pour faciliter les questions bancaires, si jamais il m'arrivait quelque chose. Je lui ai fait confiance. Comment ne pas faire confiance à son propre enfant? Françoise hochait la tête, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Jacqueline, ce que vous avez vécu est terrible, mais malheureusement pas unique. Ce que votre fils et votre belle-fille ont fait n'est pas seulement cruel, c'est illégal. Illégal. » Le mot semblait étrange, presque déplacé. Comment quelque chose d'aussi intime qu'une trahison familiale pouvait-elle relever de la loi? Oui, illégal. Vous faire signer des papiers sans vous expliquer clairement leur contenu. Profiter de votre confiance pour vous dépouiller de vos biens. C'est ce qu'on appelle juridiquement une induction en erreur, voire un abus de faiblesse. Il existe des lois pour protéger les personnes âgées contre ce genre de pratique. Le lendemain matin, Françoise est revenue, mais cette fois, elle n'était pas seule. Un homme grand et mince l'accompagnait, le directeur de la résidence, Robert Blanc. Avec sa silhouette élancée et ses rides profondes autour des yeux, il dégageait une autorité tranquille. Dans son bureau encombré de dossiers et d'une vieille machine à écrire qui semblait défier l'ère numérique, il m'a expliqué que des cas comme le mien étaient plus fréquents qu'on ne l'imaginait. « Madame Moreau, je dirige cette résidence depuis 15 ans. Je vois passer beaucoup d'histoires comme la vôtre. Des enfants qui placent leurs parents ici contre leur volonté, souvent après avoir pris le contrôle de leurs biens. Mais vous devez savoir que vous avez des droits. Vous n'êtes pas obligé de rester ici si c'est contre votre volonté. » Robert m'a alors parlé de maître Pierre Lefebvre, un avocat spécialisé dans les droits des personnes âgées, qui venait à la résidence une fois par semaine pour offrir des consultations juridiques gratuites. Il a déjà aidé plusieurs résidents d'ici. Même Madame Lambert, a-t-il révélé, échangeant un regard complice avec Françoise. C'est ainsi que j'ai découvert que Françoise avait une histoire similaire à la mienne. 3 ans auparavant, son fils aîné l'avait placé à la résidence Les Tilleuls, après avoir obtenu une procuration lui donnant accès à ses comptes bancaires. Avec l'aide de maître Lefebvre, elle avait réussi à récupérer le contrôle de ses biens et avait décidé de rester à la résidence par choix personnel, aidant d'autres personnes âgées qui arrivaient dans des situations semblables. « Pourquoi n'êtes-vous pas parti après avoir gagné votre procès ?» lui ai-je demandé plus tard, quand nous étions seuls. Françoise a souri avec cette sagesse que seules les années peuvent apporter, parce que j'ai découvert que je pouvais faire plus de bien ici que dans ma maison vide. Mon fils n'a pas changé, Jacqueline. Il reste la personne qui m'a abandonnée, mais moi, j'ai changé. J'ai trouvé un but plus grand que le ressentiment. Ces paroles ont planté une graine dans mon cœur, mais à ce moment-là, la douleur de la trahison était encore trop vive pour que je puisse penser au pardon. Je voulais justice, je voulais récupérer ma maison, je voulais que Marcel comprenne la gravité de ce qu'il avait fait. Le mercredi suivant, j'ai rencontré maître Lefebvre, un homme d'âge moyen, avec des tempes grisonnantes et une serviette en cuir usé qui semblait contenir le poids de centaines d'histoires comme la mienne. Il m'a reçu dans une petite salle improvisée en bureau à la résidence Les Tilleuls. « Madame Moreau, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Chaque détail peut être important, » a-t-il demandé, d'une voix calme qui inspirait confiance. Pendant près de 2 heures, j'ai narré toute mon histoire. Comment j'avais économisé chaque centime pour acheter la maison dans le quartier de la Croix-Rousse, comment j'avais élevé Marcel seul, après la mort prématurée de mon mari, comment j'avais travaillé pendant 40 ans dans l'atelier de couture, montant d'assistante à couturière principale, puis les événements récents, le changement progressif dans le comportement de mon fils après avoir rencontré Sylvie, les documents que j'avais signés sans comprendre pleinement, l'appel fatidique et l'abandon à la maison de retraite. Maître Lefebvre prenait des notes méticuleusement, posant occasionnellement des questions pour clarifier un point. Quand j'ai terminé, il a fermé son carnet et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Moreau, ce qui vous est arrivé est ce que nous appelons juridiquement une induction en erreur. Il y a de forts indices que vous avez été contrainte de transférer vos biens sans comprendre les implications réelles. La loi de protection des personnes âgées existe précisément pour protéger les personnes dans des situations comme la vôtre. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Alors je peux récupérer ma maison? Oui, mais ce ne sera pas un processus simple ni rapide. Nous aurons besoin de preuves, de témoins et de beaucoup de patience.
Êtes-vous prête à affronter cela? Cela peut être émotionnellement épuisant, surtout parce que cela implique votre propre fils. J'ai pensé au visage de Marcel, aux moments heureux que nous avions partagés, puis à la froideur avec laquelle il m'avait laissé à la porte de la maison de retraite. Je suis prête, maître. Ce n'est pas seulement pour la maison, c'est pour la justice. C'est pour que mon fils comprenne que les actions ont des conséquences. Dans les jours suivants, nous nous sommes plongés dans la préparation du processus. Maître Lefebvre m'a aidé à rassembler toute la documentation nécessaire. Actes de propriété, relevés bancaires, reçus d'impôts qui montraient que, même après le transfert, je continuais à payer les factures de la maison. Nous avions également besoin de témoins qui pourraient confirmer la coercition. C'est alors que je me suis souvenu de Jacques Martin, mon voisin de longue date, un monsieur veuf de 74 ans qui vivait dans la maison d'à côté depuis plus de 3 décennies. Jacques avait été témoin de plusieurs discussions entre Marcel et moi au sujet de ces papiers. Il avait vu mon fils me mettre la pression, disant que c'était pour mon propre bien. Maître Lefebvre a réussi à contacter Jacques, qui s'est immédiatement proposé pour témoigner. Madame Moreau a toujours été une voisine exemplaire. Ce qu'ils lui ont fait est une honte, furent ses mots, selon l'avocat. Un autre témoin important est apparu de façon inattendue. Par un jeudi pluvieux, j'ai reçu une visite surprise à la résidence Les Tilleuls. C'était Camille, ma petite fille de 19 ans, fille de Marcel et Sylvie. Une jeune femme aux yeux bruns comme les miens et un sourire timide qu'elle cachait derrière une mèche de cheveux. « Grand-mère, je suis venue en cachette. Ils ne savent pas que je suis ici, » a-t-elle confessé, après m'avoir longuement étreinte. « Ce qu'ils t'ont fait n'est pas bien. Ils utilisent ta maison comme si c'était la leur. Ils ont vendu plusieurs de tes meubles. Ils ont tout changé. » Les paroles de Camille étaient comme des coups de poignard dans ma poitrine. Non seulement ils prenaient mon toit, mais aussi mes souvenirs, les objets qui racontaient l'histoire de ma vie. Papa n'est pas une mauvaise personne, grand-mère. Il est manipulé par maman. Depuis que tu es partie, il ne cesse de se disputer. Je crois qu'il a des remords, mais il a peur de l'admettre. Camille a promis de me rendre visite régulièrement et d'apporter des informations qui pourraient t'aider dans le processus. Avant de partir, elle a sorti de son sac un petit album de photos qu'elle avait sauvé de la maison. « J'ai pensé que tu aimerais avoir ceci » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Cet album de photos est devenu mon trésor le plus précieux à la résidence Les Tilleuls. Le soir, seule dans ma chambre, je feuilletais les pages en voyant Marcel grandir, les moments heureux que nous avions partagés, essayant de comprendre à quel moment le doux garçon des photos s'était transformé en l'homme qui avait été capable de m'abandonner. Au fil des semaines, j'ai commencé à m'adapter à la routine de la résidence. Je participais aux activités. Je me suis fait de nouvelles amitiés. Mais mon cœur souffrait encore de nostalgie pour ma maison, mes affaires, la vie que j'avais construite avec tant d'efforts. Maître Lefebvre me tenait informé de l'avancement du processus. Nous avions obtenu une mesure conservatoire qui empêchait Marcel de vendre la maison ou de faire des changements structurels pendant que l'affaire était en justice. Un matin, alors que je prenais un café dans l'espace commun de la résidence, Monique, l'assistante sociale, est venue m'avertir que j'avais une visite. Mon cœur s'est accéléré, pensant que ce pourrait être Marcel venant enfin s'excuser. Mais celui qui est entré était un monsieur avec un chapeau et une moustache grisonnante que j'ai immédiatement reconnu. Louis Dupont, le chauffeur de taxi qui me conduisait habituellement à la banque. « Madame Moreau, quel plaisir de vous voir », a-t-il dit, ôtant son chapeau en signe de respect. « J'ai appris par votre voisin, monsieur Martin, que vous affrontez des problèmes avec votre fils. Je suis venu dire que je suis à votre disposition pour aider en tout ce qui sera nécessaire. » Louis a révélé que, dans les mois précédant mon départ pour la maison de retraite, il m'avait conduite plusieurs fois à la banque, à la demande de Marcel. Il se souvenait clairement comment je semblais confuse et sous pression, comment mon fils me parlait parfois brusquement à l'intérieur du taxi. Si vous avez besoin que je témoigne, je suis à votre disposition. Ce qu'ils vous ont fait n'est pas juste, après tout ce que vous avez fait pour votre fils. Cette visite inattendue m'a donné des forces renouvelées. Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans cette bataille. Il y avait des personnes qui se souciaient de moi, qui reconnaissaient l'injustice et étaient prêtes à m'aider. À mesure que le processus avançait, j'ai découvert que mon cas n'était pas isolé. À travers Françoise,
et les réunions hebdomadaires que Maître Lefebvre organisait à la résidence, j'ai connu d'autres histoires de personnes âgées qui avaient été trompées par des membres de leur famille. Certaines avaient réussi à renverser la situation, d'autres n'avaient pas eu la même chance. Un après-midi, alors que j'attendais Maître Lefebvre à la réception de la résidence pour discuter des prochaines étapes du processus, le téléphone a sonné. Monique a répondu et, avec une expression surprise, m'a passé le téléphone. « C'est pour vous. C'est votre belle-fille, Sylvie. » Mon cœur s'est accéléré. En presque 2 mois depuis qu'il m'avait laissé à la maison de retraite, c'était la première fois que quelqu'un de la famille, à part Camille, me contactait. D'une main tremblante, j'ai pris le téléphone. « Madame Moreau ?» La voix de Sylvie au téléphone était différente, moins hautaine, presque effrayée. « Nous devons parler. Je suis au courant de la procédure que vous engagez contre nous. Ce n'est pas contre vous, Sylvie. C'est pour la justice. Cette maison est à moi. Je l'ai construite avec le travail de toute une vie. » Il y a eu une longue pause à l'autre bout de la ligne. Quand Sylvie a repris la parole, sa voix avait pris un ton de menace voilée. « Vous ne réalisez pas que cela ne fera qu'empirer les choses? Marcel est dévasté. Si vous continuez avec cette procédure, peut-être qu'il ne voudra plus jamais vous voir. » J'ai respiré profondément, sentant monter en moi un courage que je ne savais pas encore exister. Si mon fils se souciait vraiment de moi, il serait venu me rendre visite au moins une fois en ces 2 mois. Et s'il est dévasté, il devrait l'être. Ce que vous avez fait n'était pas seulement cruel, c'était illégal. Nous pouvons résoudre cela autrement, Madame Moreau. Nous pouvons trouver un arrangement. Le seul arrangement possible est la restitution de ma maison et des excuses sincères. Pour toute autre chose, parlez-en à mon avocat. J'ai raccroché le téléphone en sentant un mélange de tremblement et de force. C'était la première fois depuis longtemps que j'affrontais Sylvie directement. Pendant des années, je m'étais tue pour maintenir la paix, pour ne pas créer de problèmes à Marcel. Mais maintenant, enfin, je retrouvais ma voix. Quand j'ai raconté cet appel à Maître Lefebvre, il a souri avec approbation. « C'est un bon signe, Madame Moreau. Ils sont inquiets. Cela signifie que notre dossier est solide. » La semaine suivante, j'ai reçu une autre visite inattendue. Maître Durand, l'avocate engagée par Sylvie et Marcel, est venu à la résidence avec une proposition d'accord. Ils offraient de me restituer 30% de la valeur de la maison et de me permettre de la visiter occasionnellement. « C'est une insulte, pas une proposition », a répondu Maître Lefebvre, qui heureusement était présent ce jour-là. Ma cliente y a été contrainte de transférer 100% d'une propriété qui était entièrement la sienne. L'offre que nous faisons est la restitution complète de la maison, avec l'enregistrement au nom de Madame Moreau, comme cela aurait toujours dû être. Maître Durand est parti visiblement irrité, promettant que nous nous verrions au tribunal. Mais je savais par le regard que Maître Lefebvre m'a lancé que nous étions sur la bonne voie. La vérité était de notre côté. Dans les mois qui suivirent, je me suis plongée de plus en plus dans les activités de la résidence. J'ai commencé à participer à un groupe de tricot, j'ai redécouvert mon talent pour la peinture, j'ai noué de véritables amitiés. Françoise est devenue comme une sœur pour moi. Dans les jours les plus difficiles, quand la nostalgie me serrait le cœur ou quand la peur de l'avenir me tourmentait, c'était elle qui me rappelait ma force. « Jacqueline, tu te souviens de ce que je dis toujours? La vie est comme un tricot. Parfois, nous devons défaire quelques mailles pour réparer une erreur, mais cela ne signifie pas que tout le travail est perdu. » Par un après-midi ensoleillé d'octobre, 4 mois après mon arrivée à la résidence Les Tilleuls, Maître Lefebvre est apparu avec un large sourire qui tenait à peine sur son visage. « Madame Moreau, j'ai d'excellentes nouvelles. Le juge a ordonné une évaluation psychologique pour déterminer si vous étiez en pleine possession de vos facultés mentales lorsque vous avez signé le transfert de la maison. L'évaluation a été programmée pour la semaine suivante. Je confesse que j'étais nerveuse. Et si l'expert concluait que je n'avais vraiment pas la capacité de gérer mes propres biens? Et si, d'une manière ou d'une autre, Marcel et Sylvie parvenaient à manipuler le résultat? Maître Lefebvre a remarqué mon anxiété et m'a rassurée. « Madame Moreau, vous êtes une femme lucide, articulée, avec une histoire de travail et d'indépendance. Soyez simplement vous-même. La vérité trouve toujours un chemin. » Le jour de l'évaluation psychologique, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Une robe bleu marine que Camille avait rapportée de ma maison, mon collier de perles que j'avais reçu lors de ma retraite, un rouge à lèvres discret. Je voulais montrer à l'experte que j'étais une femme capable,
digne de respect et de considération. Docteur Sophie Mercier, psychologue médico-légale désignée par le tribunal, m'a reçue dans une salle réservée à cet effet dans la résidence même. Pendant près de 3 heures, j'ai répondu à une série de questions sur ma vie, mes capacités cognitives, ma compréhension financière, ma relation avec mon fils. Quand j'ai parlé de ce que j'ai ressenti en étant laissée à la maison de retraite, les larmes me sont venues, mais je n'ai pas essayé de les retenir. Cette douleur faisait partie de mon histoire, partie de l'injustice que j'avais subie. « Madame Moreau, pourquoi pensez-vous que votre fils a fait cela ?» a demandé docteur Mercier, avec un intérêt sincère. J'ai réfléchi un moment avant de répondre, cherchant l'honnêteté même si elle était douloureuse. Je crois que mon fils s'est perdu quelque part en chemin. Il s'est laissé influencer par des valeurs qui n'étaient pas celles que je lui ai enseignées. Mais au fond, je veux croire qu'il existe encore quelque chose du garçon que j'ai élevé. La docteure prenait des notes détaillées, m'observant avec une attention professionnelle, mais aussi avec une chaleur qui me faisait sentir comprise, non jugée. Elle m'a demandé de résoudre quelques exercices de calcul mental, d'identifier des motifs sur des cartes colorées, de lui expliquer comment je gérais mon budget avant d'arriver à la résidence. « Savez-vous combien vaut approximativement votre maison sur le marché actuel ?» a-t-elle demandé à un moment donné. « Environ 250 000 €, selon la dernière évaluation que j'ai faite pour l'assurance habitation, il y a 2 ans, ai-je répondu sans hésiter. C'est un quartier qui s'est beaucoup valorisé dernièrement. Quand je l'ai acheté, il y a presque 30 ans, j'ai payé à peine un tiers de cela. » Docteur Mercier a légèrement souri, notant quelque chose dans son carnet. « Et comprenez-vous ce que signifie transférer une propriété au nom d'une autre personne ? Cela signifie qu'elle cesse d'être légalement mienne, que je ne peux plus décider à son sujet, que je ne peux pas la vendre ni l'hypothéquer, que si je voulais la récupérer, je devrais l'acheter à nouveau ou que l'autre personne me la rende volontairement. » J'ai fait une pause avant d'ajouter « C'est pourquoi je n'aurais jamais signé consciemment ces papiers. Ma maison était mon seul patrimoine, ma sécurité pour la vieillesse. » À la fin de l'évaluation, la docteure m'a remercié pour mon temps et ma sincérité. Elle m'a dit qu'elle enverrait son rapport au tribunal dans les prochains jours, mais son expression m'a donné de l'espoir. Elle avait vu des cas comme le mien auparavant, m'a-t-elle commenté, et malheureusement, ils étaient de plus en plus fréquents. Les personnes âgées sont traitées comme si nous étions des enfants à nouveau, lui ai-je dit en ramassant mon sac pour sortir, comme si nous ne savions pas ce que nous voulons ou ce qui nous convient, comme si nos décisions n'importaient plus. Et c'est exactement pour cela que l'évaluation que nous venons de faire existe, a-t-elle répondu, pour donner voix et validité à ceux qui sont souvent réduits au silence sous des présomptions erronées sur la vieillesse. 2 semaines après l'évaluation psychologique, Maître Lefebvre est apparu à la résidence Les Tilleuls, avec le rapport en main. Son visage normalement sérieux arborait un sourire qui m'a rempli d'espoir avant même qu'il ne dise un mot. « Madame Moreau, l'évaluation a été complètement favorable. Docteur Mercier a conclu que vous êtes en pleine possession de vos capacités mentales et que, au moment du transfert de la maison, il y a eu des indices clairs de coercition et d'induction en erreur. » Assise sur la petite terrasse de la résidence, entourée par les jacarandas qui commençaient à fleurir, j'ai senti une larme s'échapper en feuilletant le document. Les mots de la psychologue sautèrent des pages. Patiente démontre une excellente capacité cognitive, aucun indice de détérioration mentale. Pleine conscience de sa situation patrimoniale, récit cohérent et constant sur le transfert indu de biens. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé, essuyant discrètement la larme du bout du doigt. « Maintenant, nous présentons une action en nullité du transfert de propriété. Avec ce rapport, plus les témoignages que nous avons déjà recueillis, nous avons un dossier très solide, Madame Moreau. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à la résidence, je n'ai pas pu dormir. Ce n'était pas seulement l'anxiété concernant la procédure judiciaire qui me tenait éveillée, mais une question qui ne cessait de résonner dans mon esprit. Si je récupérais ma maison, que ferais-je ensuite? Retournerais-je vivre seule? Parviendrais-je à pardonner à mon fils et à ma belle-fille après tout ce qu'ils avaient fait? Et qu'adviendrait-il des amitiés que j'avais construites à la résidence, en particulier avec Françoise? Par la fenêtre de la chambre, j'observais la pleine lune, illuminant le petit jardin de la résidence Les Tilleuls. Je me suis souvenu de quand Marcel était petit et que nous inventions des histoires sur l'homme de la lune avant de dormir. Où était ce garçon doux et imaginatif,
À quel moment s'est-il transformé en un homme capable d'abandonner sa propre mère? L'aube m'a trouvé encore absorbée dans ses réflexions. Pendant le petit déjeuner, Françoise a remarqué mon silence et s'est assise à mes côtés. Apparemment, la nuit a été longue, mon ami. Veux-tu partager ce qui te préoccupe? Je lui ai parlé du rapport favorable de l'évaluation et des doutes qui m'assaillaient concernant l'avenir. Jacqueline, dit-elle, couvrant ma main de la sienne, la vie suit rarement le chemin que nous avons planifié. Quand j'ai perdu ma maison à cause de mon fils, j'ai pensé que c'était la fin de tout. Aujourd'hui, je vois que ce n'était que le début d'un nouveau chemin. Mais ta maison ne te manque pas. Tes affaires? Bien sûr que si. Mais j'ai découvert que le foyer n'est pas nécessairement un lieu, mais là où l'on se sent accueilli et respecté. Tu peux récupérer ta maison, Jacqueline, et choisir ton propre chemin ensuite. Les paroles de Françoise ont planté une graine dans mon cœur. Peut-être que le véritable objectif n'était pas seulement de récupérer une propriété, mais de récupérer mon pouvoir de choix, mon autonomie. Cet après-midi même, j'ai reçu une visite qui changerait complètement le cours des événements. Camille est arrivée à la résidence visiblement agitée, tenant une chemise verte sous le bras. « Grand-mère, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé !» s'est-elle exclamée après m'avoir serré fort dans ses bras. J'aidais à organiser le bureau à la maison et j'ai trouvé ceci caché dans le tiroir du bureau de papa. D'une main tremblante, elle a ouvert la chemise et a étalé plusieurs documents sur la table. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Sylvie dans les annotations en marge. C'était des relevés bancaires, des reçus de transfert et quelque chose qui m'a glacé le sang. Un plan détaillé, écrit à la main, sur la façon de convaincre une personne âgée de transférer ses biens. Ma mère est agent immobilier, tu te souviens. D'après ce que j'ai compris en lisant ces papiers, il semble qu'elle et certaines personnes de son bureau ont fait cela avec d'autres personnes âgées aussi. C'est une sorte de système, grand-mère. Ma petite fille venait de découvrir que ce qui m'était arrivé n'était pas un cas isolé. C'était un plan méticuleux, orchestré par Sylvie et ses collègues pour tromper des personnes âgées et s'approprier leurs biens. Une opération systématique, presque entrepreneuriale, d'exploitation de la vulnérabilité d'autrui. Camille, te rends-tu compte de la gravité de ce que tu as trouvé? Ai-je demandé, sentant un mélange d'horreur et d'indignation grandir en moi. Oui, grand-mère. C'est pourquoi je te l'ai apporté directement. Je sais que tu as une procédure contre mes parents et sincèrement, après avoir découvert cela, je crois que c'est la bonne chose à faire. Ce qu'ils t'ont fait, ce que ma mère a fait à plusieurs autres personnes, c'est un délit. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, sentant une immense fierté pour la jeune femme intègre et courageuse qu'elle était devenue, malgré l'environnement dans lequel elle avait grandi. Tu as raison, ma petite. C'est un délit, et nous devons porter cela à Maître Lefebvre immédiatement. Ce soir-là, Maître Lefebvre est venu à la résidence en urgence. Nous avons passé des heures à analyser les documents que Camille avait trouvés. L'avocat pouvait à peine contenir son indignation. « Madame Moreau, cela change complètement la donne pour notre affaire. Nous ne parlons plus seulement d'une action civile pour annuler le transfert de la maison. Nous sommes face à un possible système criminel d'escroquerie contre des personnes âgées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, maître? Cela signifie qu'en plus de l'action civile que nous avons déjà engagée, nous pouvons déposer une plainte pénale. Ces documents suggèrent fortement que votre belle-fille et possiblement d'autres personnes sont impliquées dans un système organisé. C'est une affaire pour la police. Une sensation étrange s'est emparée de moi. D'un côté, je ressentais du soulagement à découvrir qu'il existait des preuves concrètes de la fraude. De l'autre, une profonde tristesse de confirmer que la méchanceté dont j'avais souffert n'était pas un acte isolé d'un fils ingrat, mais faisait partie d'un plan calculé. Et mon fils, croyez-vous qu'il savait tout cela? Maître Lefebvre a hésité avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. En nous basant sur les documents que nous avons vus jusqu'à présent, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude le niveau d'implication de votre fils. Il peut avoir été un complice actif ou simplement manipulé par son épouse. De toute façon, la loi présume qu'il savait, puisqu'il a directement bénéficié de la fraude. Cette nuit-là fut une autre nuit sans sommeil. Je pensais à Marcel, à l'enfant qu'il avait été autrefois, à l'homme qu'il était devenu. Était-il possible que mon propre fils ait eu connaissance de ce système criminel,
qu'il ait accepté d'abandonner sa propre mère dans une maison de retraite dans le cadre d'un plan pour s'approprier mes biens. L'idée était trop douloureuse à contempler. Je préférais croire qu'il avait été manipulé, qu'il était aveuglé par l'amour ou la peur qu'il ressentait pour Sylvie. Mais au fond de mon cœur, je savais que, quel que soit son niveau de connaissance, Marcel avait fait un choix. Et ce choix n'avait pas été de me protéger. Le lendemain matin, Maître Lefebvre est revenu avec des nouvelles. Il avait consulté un commissaire ami au sujet de l'affaire et les orientations étaient les bouts clairs. Nous devions déposer une plainte au plus vite. Madame Moreau, êtes-vous prête pour cela? Une procédure pénale peut être longue et éprouvante. Votre belle-fille sera probablement inculpée et votre fils pourrait être considéré comme complice. J'ai regardé par la fenêtre de la résidence, observant un groupe de personnes âgées qui participaient à un cours de tai chi dans le jardin. Des personnes qui, comme moi, avaient probablement construit leur vie avec un travail acharné, du dévouement et de l'honnêteté. Combien d'entre elles avaient également été victimes de systèmes comme celui de Sylvie? Je suis prête, Maître Lefebvre. Il ne s'agit plus seulement de ma maison ou de ma douleur. Si ces documents prouvent que d'autres personnes ont été trompées de la même manière, j'ai le devoir de faire quelque chose à ce sujet. Cet après-midi-là, Camille, Maître Lefebvre et moi sommes allés au commissariat spécialisé dans la protection des personnes âgées. Le commissaire, M. Antoine Martin, nous a reçus avec sérieux et attention. Pendant des heures, j'ai témoigné, racontant en détail comment j'avais été contrainte de transférer ma maison et ensuite abandonnée dans la maison de retraite. Camille a remis les documents qu'elle avait trouvés et Maître Lefebvre a présenté toute la documentation que nous avions déjà rassemblée pour la procédure civile. Madame Moreau, je veux que vous sachiez que nous prenons ce type de délit très au sérieux, a dit le commissaire, après avoir écouté mon récit. Ce que vous avez subi est un exemple classique de violence patrimoniale contre une personne âgée, prévue par la loi de protection des personnes âgées. Nous allons enquêter minutieusement sur cette affaire. En sortant du commissariat, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis que j'avais été abandonnée à la maison de retraite, j'avais le sentiment que la justice pourrait vraiment être rendue. Dans les jours qui suivirent, l'enquête policière avança rapidement. Les documents trouvés par Camille s'avérèrent être une véritable mine d'or pour les enquêteurs. Nom, date, montant, annotations détaillées sur la façon d'aborder des victimes potentielles, tout était là, documenté par la propre main de Sylvie. Une semaine après la plainte, j'ai reçu un appel de Maître Lefebvre avec des nouvelles choquantes. La police avait exécuté des mandats de perquisition dans le bureau de Sylvie et dans la maison où elle et Marcel vivaient, mon ancienne maison. Madame Moreau, ils ont trouvé beaucoup plus de documents, des ordinateurs avec des courriels incriminants, même des enregistrements de conversations où votre belle-fille instruit des collègues sur la façon de convaincre des personnes âgées de transférer leurs biens. Le commissaire m'a dit que nous sommes face à un réseau organisé qui pourrait avoir fait des dizaines de victimes ces dernières années. La nouvelle a rapidement fait écho dans la presse locale. Le lendemain, le principal journal de la ville titrait en première page « La police démantèle un système d'escroquerie contre les personnes âgées ». La photo montrait Sylvie conduite au commissariat, le visage partiellement couvert par son sac à main, dans une vaine tentative de se cacher des caméras. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant cette image. Seulement une profonde fatigue et la certitude que je faisais ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais pour toutes les autres victimes qui n'avaient peut-être pas eu le courage ou l'opportunité de dénoncer. « Et Marcel ?» ai-je demandé à Maître Lefebvre, craignant la réponse. « Votre fils n'a pas été arrêté, mais il est sous enquête comme possible complice. Il affirme qu'il ne savait rien du système, qu'il suivait seulement les indications de sa femme. La police analyse son niveau de participation. 2 semaines après le début de l'enquête policière, le commissaire Martin m'a demandé de venir au commissariat pour un complément d'information. Françoise a insisté pour m'accompagner, devenue mon soutien indéfectible dans cette épreuve. Dans son bureau austère, aux murs couverts de diplômes et de photos officielles, le commissaire Martin semblait préoccupé. Il a sorti un dossier épais et l'a ouvert devant nous. « Madame Moreau, l'enquête a pris une ampleur que nous n'avions pas anticipée. Ce que votre petite fille a découvert n'est que la partie émergée de l'iceberg. Votre belle-fille, Sylvie Moreau, fait partie d'un réseau beaucoup plus vaste que nous suivions depuis plusieurs mois. Un réseau ?
ai-je demandé confuse. Oui, nous soupçonnons qu'elle travaille pour un certain Victor Leroy, un promoteur immobilier influent qui achète systématiquement des propriétés dans les quartiers historiques pour y construire des complexes de luxe. Votre quartier, la Croix-Rousse, est particulièrement visé en raison de sa valeur patrimoniale et touristique. Le commissaire a étalé plusieurs photos sur son bureau. Des images de réunions, de poignées de main, de documents échangés. Sur l'une d'elles, j'ai reconnu Sylvie serrant la main d'un homme élégant d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et au sourire calculateur. Victor Leroy, a précisé le commissaire, suivant mon regard. Un homme respecté dans la communauté des affaires, un donateur généreux pour diverses causes, un visage connu dans les galas de charité. Mais derrière cette façade, nous soupçonnons une organisation criminelle sophistiquée qui cible spécifiquement des personnes âgées, propriétaires dans des quartiers convoités. Françoise, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a soudain eu un mouvement de surprise. « Attendez, Victor Leroy, ce nom me dit quelque chose. » Le commissaire s'est tourné vers elle, intrigué. « Vous le connaissez, Madame Lambert ?»« Pas personnellement, mais j'ai vu son nom à plusieurs reprises quand j'étais greffière au tribunal, dans des dossiers immobiliers, des dossiers où il y avait des irrégularités que personne ne semblait vouloir examiner de près. » Cette révélation a captivé l'attention du commissaire. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à poser des questions précises à Françoise. Quel type de dossier, quand, quel juge était impliqué, quel notaire avait validé les transactions? À chaque réponse, son expression devenait plus grave. « Madame Lambert, vos informations pourraient être cruciales pour notre enquête. Seriez-vous disposée à faire une déposition officielle ?»« Bien sûr, » a répondu Françoise sans hésitation. « Si cela peut aider à démasquer ce réseau et à protéger d'autres personnes âgées, je témoignerai de tout ce dont je me souviens. En sortant du commissariat ce jour-là, j'ai senti que l'affaire prenait une dimension que je n'avais jamais imaginée. Ce n'était plus seulement mon histoire personnelle, ma maison, ma trahison. C'était un système organisé qui exploitait la vulnérabilité de nombreuses personnes âgées, avec des ramifications possibles dans l'administration judiciaire elle-même. Cette nuit-là, Françoise et moi avons veillé tard dans sa chambre à la résidence, essayant de reconstituer les pièces du puzzle. Elle avait apporté un vieux carnet qu'elle avait gardé de son temps au tribunal, où elle notait des observations personnelles sur certains dossiers qui lui semblaient suspects. « Regarde, Jacqueline, » m'a-t-elle dit, pointant une page datée de 3 ans auparavant. « 6 transferts de propriété dans le même mois, tous dans le quartier de la Croix-Rousse, tous impliquant des personnes âgées de plus de 70 ans, tous au bénéfice de sociétés différentes qui, j'en suis presque certaine maintenant, étaient des coquilles vides créées par le roi. Comment un tel système a-t-il pu fonctionner aussi longtemps sans être détecté ?» ai-je demandé. Sidéré par l'ampleur de ce que nous découvrions, le visage de Françoise s'est assombri. « Parce que les personnes âgées sont souvent invisibles, Jacqueline. Parce que quand nous parlons, peu de gens écoutent. Parce que lorsqu'un fils ou une fille dit « Ma mère devient confuse, elle ne peut plus gérer ses affaires », la société a tendance à hocher la tête avec compréhension plutôt que de poser des questions. Le lendemain matin, nous avons été convoqués de nouveau au commissariat. Cette fois, le bureau était plus rempli. Outre le commissaire Martin, il y avait une procureure, Madame Élise Fournier, et un autre homme que je n'avais jamais vu, qui s'est présenté comme inspecteur Philippe Duval de la brigade financière. « Mesdames, grâce à vos témoignages et aux documents que nous avons saisis, nous commençons à avoir une image plus claire de ce réseau, » a expliqué la procureure. « Mais nous avons un problème. Nous avons des raisons de croire que des personnes au sein même du système judiciaire et policier pourraient être impliquées. » Cette révélation a fait l'effet d'une bombe. Françoise a pâli visiblement et j'ai senti mon cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire ?» a demandé Françoise d'une voix à peine audible. L'inspecteur Duval a pris la parole. « Nous avons remarqué des motifs dans la façon dont certaines plaintes ont été systématiquement classées sans suite, comment certains dossiers ont mystérieusement disparu, comment certaines preuves ont été ignorées. Et il y a un nom qui revient souvent dans ces affaires. Quel nom ?» ai-je demandé, bien que je commençais à craindre la réponse. Le commissaire Martin, l'inspecteur Duval et la procureure ont échangé des regards graves avant que cette dernière ne réponde. Le commissaire divisionnaire Bertrand Roux, mon supérieur direct et le parrain de Victor Leroy. Le silence qui a suivi était lourd de signification.
Si un haut responsable de la police était impliqué, cela expliquait pourquoi tant de plaintes similaires à la mienne avaient été ignorées au fil des ans. Cela expliquait l'impunité avec laquelle ce réseau avait pu opérer. Alors que faisons-nous maintenant ? Ai-je demandé, sentant un désespoir monter en moi. Comment pouvions-nous lutter contre un système si profondément corrompu ? La procureure Fournier a resserré sa veste, comme pour se donner du courage. Nous créons une cellule d'enquête spéciale, indépendante de la hiérarchie habituelle. Je réponds directement au procureur général, qui est déjà informé de la situation. Nous allons procéder avec la plus grande discrétion jusqu'à ce que nous ayons assez de preuves pour agir contre tous les impliqués, y compris ceux au sein du système. Et en attendant, a demandé Françoise, en attendant, nous vous demandons d'être extrêmement prudente. Ne parlez de cette enquête à personne en dehors de cette pièce. Continuez votre vie normalement. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, contactez-moi directement sur ce numéro. Elle nous a tendu à chacune une carte avec un numéro de téléphone. Pas le standard du tribunal, pas le commissariat, ce numéro. En quittant le commissariat ce jour-là, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. La peur d'affronter un réseau aussi puissant et bien connecté. La détermination de ne pas laisser la corruption et l'avidité l'emporter sur la justice. De retour à la résidence Les Tilleuls, Françoise et moi avons discuté longtemps de ce que nous venions d'apprendre. Ce qui avait commencé comme ma quête personnelle pour récupérer ma maison s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Nous étions désormais au cœur d'une enquête qui pourrait exposer une corruption systémique et protéger d'innombrables autres personnes âgées. Les jours suivants ont été étrangement normaux en apparence. J'ai continué à participer aux activités de la résidence, à peindre avec le groupe d'art, à discuter de livres lors du club de lecture. Mais intérieurement, j'étais en constante vigilance. Chaque nouvelle visite, chaque coup de téléphone, chaque regard un peu trop insistant me faisait me demander « sont-ils au courant ? Suis-je observé ?» Une semaine après notre rencontre avec la procureure, j'ai reçu un appel inattendu sur le téléphone de la résidence. C'était Camille, et elle semblait paniquée. « Grand-mère, il se passe quelque chose d'étrange. Papa a reçu la visite d'hommes que je n'avais jamais vus. Ils ont parlé à voix basse pendant des heures. Quand ils sont partis, j'ai surpris une partie de leur conversation dans l'allée. Ils parlaient de toi, grand-mère. Ils disaient qu'il fallait gérer le problème Moreau. Mon sang s'est glacé. Camille, est-ce que tu es en sécurité? Où es-tu maintenant? Je suis chez une amie. Je n'ai pas osé rentrer après avoir entendu ça. Grand-mère, j'ai peur. Écoute-moi attentivement, Camille. Je vais te donner un numéro. Appelle immédiatement et demande Madame Fournier. Raconte-lui exactement ce que tu viens de me dire. Ensuite, reste chez ton ami jusqu'à ce que je te contacte. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé le numéro que la procureure m'avait donné. Je lui ai rapporté la conversation avec Camille, l'inquiétude dans ma voix à peine dissimulée. Je m'en occupe immédiatement, a-t-elle assuré. Ne vous inquiétez pas pour votre petite fille. Je vais envoyer quelqu'un la chercher et l'amener dans un lieu sûr. Quant à vous, Madame Moreau, je pense qu'il serait prudent de vous déplacer également. La résidence Les Tilleuls est un lieu connu où vous pourriez être facilement trouvé. 2 heures plus tard, une voiture banalisée est arrivée à la résidence. 2 agents en civil se sont présentés à la réception. Françoise a insisté pour venir avec moi, arguant qu'elle était un témoin clé et qu'elle ne me laisserait pas affronter cela seule. La procureure a accepté. Nous avons été conduites dans une maison discrète en périphérie de Lyon. À notre arrivée, j'ai été soulagée de retrouver Camille, déjà installée dans le salon, discutant avec un agent. Son visage s'est illuminé en me voyant et elle s'est précipitée dans mes bras. « Grand-mère, j'ai eu tellement peur pour toi et moi pour toi, ma chérie. Tu as été très courageuse de m'appeler. » La procureure Fournier nous a rejointes peu après. Son visage était tendu, mais déterminé. Nous avons intercepté des communications qui confirment vos craintes. Victor Leroy est conscient que l'enquête se resserre autour de lui et il tente de faire disparaître les preuves et d'intimider les témoins. Votre fils, Madame Moreau, a été contacté par des hommes de Leroy. Nous ignorons encore s'il coopère volontairement avec eux ou s'il est sous pression. Que va-t-il se passer maintenant? A demandé Françoise, toujours pratique. Nous accélérons l'opération. Demain matin, nous procéderons à des arrestations simultanées. Victor Leroy, ses principaux associés, y compris votre belle-fille, Madame Moreau,
et le commissaire divisionnaire Roux. Nous avons maintenant suffisamment de preuves pour agir. Cette nuit-là, dans la maison sécurisée, je n'ai pratiquement pas fermé l'œil. Camille s'était endormie sur le canapé, sa tête reposant sur mes genoux comme lorsqu'elle était petite. Françoise faisait les 100 pas, guettant parfois par la fenêtre malgré les assurances des agents que nous étions en sécurité. L'aube pointait à peine quand la procureure Fournier est revenue, accompagnée de l'inspecteur Duval. L'opération a commencé, nous a-t-elle annoncé, l'air fatigué mais déterminé. Des équipes sont en train d'interpeller simultanément tous les suspects. Victor Leroy a été arrêté à son domicile il y a 20 minutes. Votre belle-fille également, Madame Moreau. Et mon fils, ai-je demandé, le cœur serré. Marcel Moreau est en garde à vue pour interrogatoire. Son niveau d'implication reste à déterminer. Une douleur sourde m'a envahi. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, c'était toujours mon fils. L'enfant que j'avais porté, élevé, aimé inconditionnellement. Comment en étions-nous arrivés là? Et maintenant? A demandé Françoise, toujours pragmatique. Maintenant, nous allons avoir besoin de vous deux, a répondu l'inspecteur Duval. Vos témoignages seront cruciaux pour le procès. Mais avant cela, nous devons nous assurer de la sécurité de tous les témoins et rassembler toutes les preuves. Le réseau est vaste et nous soupçonnons d'autres complices au sein des administrations. La matinée a été longue, rythmée par les appels téléphoniques que recevait la procureure, nous informant de l'avancement des opérations. Vers midi, elle est entrée dans le salon avec un léger sourire. Le commissaire divisionnaire Roux a été arrêté. Il a d'abord nié toute implication, mais quand nous lui avons montré les preuves, notamment les transferts d'argent vers des comptes offshore, il a commencé à parler. Il semble prêt à dénoncer d'autres personnes pour alléger sa peine. Combien de personnes sont impliquées? Ai-je demandé, stupéfaite par l'ampleur que prenait l'affaire. D'après nos estimations actuelles, une vingtaine de personnes dans le réseau principal, des agents immobiliers, des notaires, 2 juges, plusieurs fonctionnaires municipaux. Et nous avons déjà identifié plus de 30 victimes comme vous, Madame Moreau. Des personnes âgées qui ont été manipulées pour transférer leurs biens, souvent avec la complicité de membres de leur famille. 30 victimes. L'idée que tant de personnes avaient subi le même sort que moi me remplissait d'une tristesse profonde, mais aussi d'une résolution nouvelle. Ce que j'avais vécu n'était pas juste mon histoire personnelle, c'était un symptôme d'un problème sociétal plus large, la façon dont nous traitons nos aînés, dont nous les rendons invisibles, dont nous les dépouillons de leur autonomie sous prétexte de les protéger. En fin d'après-midi, nous avons pu regagner la résidence Les Tilleuls, escortés par des agents. Le directeur, Robert Blanc, nous attendait avec une expression grave mais soulagée. Les médias sont déjà au courant, nous a-t-il dit, nous montrant les informations sur sa tablette. Les titres étaient éloquents. Vaste réseau d'escroquerie immobilière démantelé à Lyon, des personnes âgées dépouillées de leurs biens, la police arrête le cerveau de l'opération. Un haut gradé de la police impliqué dans un scandale immobilier. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Des journalistes tentaient d'obtenir des interviews que je refusais systématiquement sur conseil de la procureure. D'autres résidents de la maison de retraite, apprenant mon rôle dans l'affaire, venaient me voir pour partager leurs propres histoires, certaines tristement similaires à la mienne. Des agents de police défilaient pour recueillir des compléments de témoignages, me montraient des photos pour identifier d'autres personnes potentiellement impliquées. Une semaine après les arrestations, Maître Lefebvre est venu me voir avec des nouvelles concernant mon cas personnel. Madame Moreau, le juge a annulé officiellement le transfert de votre maison. La propriété est de nouveau à votre nom, comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être. J'ai serré le document qu'il me tendait, sentant des larmes de soulagement monter. Et mon fils? Des nouvelles? Maître Lefebvre a pris une expression grave. Marcel a été libéré sous contrôle judiciaire. D'après l'enquête, il apparaît qu'il n'était pas au courant de l'ampleur du réseau, mais il a néanmoins participé consciemment à la manœuvre vous concernant. Il sera jugé pour complicité, mais comme il coopère pleinement avec la justice et n'a pas d'antécédents, son avocat plaidera probablement pour une peine avec sursis. J'ai accueilli cette nouvelle avec des sentiments mitigés. Une part de moi était soulagée que Marcel ne passerait probablement pas de temps en prison. Une autre part restait profondément blessée par sa trahison, quel que soit son niveau d'implication. Ce soir-là, allongé dans mon lit à la résidence, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire ensuite,
Ma maison m'était rendue, mais l'idée d'y retourner et d'habiter à nouveau ces murs, qui avaient été témoins de tant de trahisons, me semblait étrangement vide. En quelques mois, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Des amitiés profondes s'étaient formées ici, à la résidence Les Tilleuls. Françoise était devenue comme une sœur pour moi. Je participais activement aux ateliers. J'avais redécouvert le plaisir de peindre, de lire, de discuter. Le lendemain matin, j'ai été surprise de recevoir un appel de Marie Rousseau, une députée que j'avais vue plusieurs fois aux informations, connue pour son engagement en faveur des droits des personnes âgées. « Madame Moreau, je suis Marie Rousseau. J'ai suivi votre affaire avec beaucoup d'intérêt. Ce que vous avez fait, votre courage de témoigner, a mis en lumière un problème systémique que beaucoup préfèrent ignorer. Je n'ai fait que défendre mes droits, Madame la députée. » ai-je répondu, un peu intimidée par cet appel inattendu. « Et ce faisant, vous avez défendu les droits de nombreuses autres personnes. Madame Moreau, je travaille actuellement sur un projet de loi visant à renforcer la protection des personnes âgées contre les abus patrimoniaux. J'aimerais beaucoup que vous veniez témoigner lors d'une audition publique que nous organisons à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. » L'idée de parler devant l'Assemblée nationale, moi, Jacqueline Moreau, simple couturière à la retraite, me semblait irréelle. Je ne sais pas si je suis qualifiée pour cela. Au contraire, Madame Moreau, personne n'est plus qualifié que vous. Vous avez vécu cette injustice dans votre chair, vous avez eu le courage de la combattre, et votre témoignage pourrait contribuer à changer la loi pour protéger d'autres personnes âgées. Après avoir consulté Françoise et Maître Lefebvre, qui m'ont tous deux vivement encouragé à accepter, j'ai donné mon accord. Une semaine plus tard, pour la première fois de ma vie, je montais dans un TGV direction Paris, avec Françoise qui avait insisté pour m'accompagner. Paris m'a impressionné par son agitation perpétuelle, ses espaces immenses, ses bâtiments chargés d'histoire. L'Assemblée nationale, avec sa façade imposante donnant sur la Seine, m'a d'abord intimidée, mais à mesure que nous approchions de l'heure de l'audience, une détermination tranquille m'a envahi. J'étais là pour parler au nom de toutes celles et ceux qui, comme moi, avaient été trahis, manipulés, abandonnés. La salle de commission était pleine. Députés, journalistes, représentants d'associations de défense des personnes âgées, simples citoyens venus assister au débat. Lorsque mon nom a été appelé, j'ai senti mes jambes trembler légèrement. Françoise a serré ma main pour me donner du courage. J'ai marché jusqu'à la table des témoins. J'ai ajusté le micro et j'ai regardé les visages qui m'observaient avec attention. Je m'appelle Jacqueline Moreau, j'ai 68 ans et j'ai travaillé pendant 40 ans comme couturière dans un atelier à Lyon. Je suis ici aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'autres personnes âgées, j'ai été victime d'un délit qui va au-delà de l'aspect financier. C'est un délit qui vole notre dignité, notre sécurité et notre confiance en ceux qui devraient nous protéger. Pendant 26 minutes, j'ai raconté mon histoire sans omettre aucun détail douloureux. J'ai parlé du transfert frauduleux de ma maison, de l'abandon à la maison de retraite, de la découverte du réseau plus vaste et de comment la justice, lentement, s'était mise en marche. J'ai parlé du rôle crucial que la loi de protection des personnes âgées avait joué dans ma défense, mais aussi de ses lacunes et de la nécessité de l'améliorer. J'ai récupéré ma maison, mais beaucoup d'autres personnes âgées n'ont pas eu cette chance. Elles n'ont pas eu une petite fille courageuse qui a trouvé des documents compromettants. Elles n'ont pas eu accès à un avocat dévoué comme Maître Lefebvre. Elles n'ont pas eu la force de lutter contre un système qui nous traite souvent comme des citoyens de seconde zone quand nous vieillissons. À la fin de mon témoignage, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les parlementaires présents, indépendamment de leurs affiliations politiques, se sont levés en une ovation qui a résonné dans la salle. Des journalistes prenaient des photos, des personnes dans les galeries applaudissaient avec enthousiasme. Pendant un moment, je suis restée paralysée, incapable de comprendre pleinement l'impact que mes simples paroles avaient causé. La députée Marie Rousseau s'est approchée, les larmes aux yeux, et m'a serrée dans ses bras. « Madame Moreau, vous venez de changer le cours de ce projet de loi. Après votre témoignage, je suis certaine que nous obtiendrons le soutien nécessaire pour l'adopter. Dans les jours qui ont suivi, mon témoignage a été largement diffusé dans les médias nationaux. J'ai reçu des invitations pour des interviews à la télévision, à la radio, dans des podcasts. Ma photo est apparue dans des journaux et des magazines. Soudain,
J'étais devenu un visage connu, un symbole de la lutte pour les droits des personnes âgées. Un mois après l'audience publique, le projet de loi, qui a commencé à être informellement appelé « Loi Moreau », a été adopté en commission des droits humains de l'Assemblée. Parmi ses principales innovations figurait la création d'un mécanisme de révision obligatoire pour les transferts de biens impliquant des personnes âgées, exigeant une évaluation indépendante pour garantir qu'il n'y ait ni coercition ni induction en erreur. Pendant que le projet suivait son parcours législatif, j'ai dû prendre une décision concernant ma situation personnelle. Ma maison à la Croix-Rousse m'avait été officiellement restituée. Je pouvais y retourner, reprendre le cours de ma vie, là où elle avait été brutalement interrompue. Mais était-ce vraiment ce que je voulais? J'ai décidé d'aller visiter la maison avant de prendre ma décision. Accompagnée par Françoise et Camille, j'ai tourné la clé dans la serrure de cette porte que je connaissais si bien, le cœur battant à tout rompre. L'intérieur avait été complètement transformé. Marcel et Sylvie avaient changé la décoration, remplacé les meubles, repeint les murs. Même l'odeur était différente, plus d'effluves de lavande et de cire d'abeille, mais un parfum artificiel d'ambiance que Sylvie avait dû choisir. En parcourant les pièces, j'ai ressenti une étrange déconnexion. C'était ma maison, et pourtant, elle ne l'était plus. Dans ma chambre, devenue celle de Marcel et Sylvie, j'ai trouvé quelques cartons contenant mes effets personnels qu'ils n'avaient pas jetés. Des albums photos, des lettres, quelques bijoux sans grande valeur mais chargés de souvenirs. J'ai serré contre moi un petit éléphant en cristal que Marcel m'avait offert pour mes 50 ans, sentant les larmes monter. « Grand-mère, » a dit doucement Camille, « tu n'es pas obligée de décider maintenant. Prends ton temps. » En sortant de la maison ce jour-là, j'ai eu une révélation. Ce qui faisait un foyer, ce n'étaient pas les murs, ni même les souvenirs qu'ils contenaient. C'était le sentiment de sécurité, de respect, d'appartenance. Et curieusement, c'était à la résidence Les Tilleuls que j'avais trouvé cela ces derniers mois, malgré les circonstances traumatisantes de mon arrivée. 2 semaines plus tard, j'ai pris ma décision. J'ai mis ma maison en vente, avec l'aide de Maître Lefebvre, qui a veillé à ce que tout soit parfaitement légal cette fois. Avec l'argent de la vente, j'ai fait 2 choses. J'ai assuré mon séjour à la résidence Les Tilleuls pour les années à venir, et j'ai utilisé le reste pour créer, avec l'aide de la députée Rousseau, une fondation appelée Nouveau Départ. La fondation Nouveau Départ avait pour mission d'aider les personnes âgées, victimes d'abus patrimoniaux et d'abandons familiaux. Nous offrions un soutien juridique, psychologique, mais aussi pratique. Aide au relogement, assistance pour les démarches administratives, groupe de parole. Je n'étais plus seule dans cette mission. Françoise s'était jointe à moi comme cofondatrice. Maître Lefebvre offrait ses services juridiques pro bono et même Robert Blanc, le directeur de la résidence, avait accepté de siéger au conseil d'administration. Le procès de Victor Leroy et ses complices a eu lieu 6 mois plus tard. J'y ai témoigné, aux côtés de nombreuses autres victimes. Voir ces personnes qui s'étaient crues au-dessus des lois, qui avaient exploité la vulnérabilité d'autrui pour s'enrichir, finalement faire face à la justice, a été une expérience cathartique. Victor Leroy a été condamné à 12 ans de prison ferme. Le commissaire divisionnaire Roux à 8 ans. Sylvie à 5 ans, malgré sa tentative de plaider qu'elle n'était qu'un petit rouage dans le système. Quant à Marcel, son procès a été distinct. Comme prévu, son avocat a plaidé qu'il avait été manipulé par Sylvie, qu'il ignorait l'ampleur du réseau, qu'il coopérait pleinement avec la justice. Il a été condamné à 3 ans avec sursis et à 500 heures de travaux d'intérêt général, à effectuer notamment dans des établissements pour personnes âgées. Après le verdict, alors que la salle d'audience se vidait, Marcel s'est approché de moi, hésitant, les yeux baissés. « Maman, je ne sais pas quoi dire. Pardon semble tellement insuffisant pour ce que j'ai fait. » Je l'ai regardé, cet homme qui était mon fils et qui pourtant m'était devenu presque étranger. J'ai cherché dans ses traits l'enfant que j'avais élevé, que j'avais aimé sans condition. « Je ne peux pas te dire que je te pardonne, pas encore. » ai-je répondu avec une honnêteté douloureuse. « Mais je peux te dire que la porte n'est pas fermée. Le chemin vers la réconciliation sera long, mais il existe si tu es prêt à le parcourir. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. «
Je ferai tout ce qu'il faut, maman. Tout ce qu'il faut pour essayer de réparer ce que j'ai brisé. 1 an plus tard, la loi Moreau a été officiellement adoptée par le Parlement. J'ai été invitée à assister à la séance finale, assise dans la tribune d'honneur aux côtés de Françoise, de Camille et de nombreuses autres personnes qui avaient participé à ce combat. Voir les députés voter, entendre le président de l'Assemblée annoncer l'adoption de la loi, a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Cette loi, qui portait désormais mon nom, ne se contentait pas de renforcer les protections existantes. Elle créait de nouvelles infractions spécifiques pour les abus patrimoniaux contre les personnes âgées, instituait un système de contrôle indépendant pour les transferts de propriété impliquant des seniors, mettait en place des formations obligatoires pour les notaires, les agents immobiliers et les travailleurs sociaux et établissait un fonds d'indemnisation pour les victimes qui n'avaient pas pu récupérer leurs biens. Aujourd'hui, 2 ans après cet appel qui a bouleversé ma vie, je regarde par la fenêtre de mon bureau à la Fondation Nouveau Départ et je mesure le chemin parcouru. Qui aurait cru que moi, Jacqueline Moreau, simple couturière à la retraite de la Croix-Rousse, je deviendrais un symbole national de la lutte pour les droits des personnes âgées. Tout a commencé par ces mots innocents en apparence. « Maman, prépare tes valises. Je vais t'emmener là où tu le mérites. » Ces mots qui cachaient une trahison profonde, un plan orchestré pour me dépouiller de ma maison et m'abandonner dans une résidence pour personnes âgées contre ma volonté. Ce que mon fils Marcel et ma belle-fille Sylvie ignoraient alors, c'est que cet acte cruel allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement ma vie, mais aussi la vie de nombreuses autres personnes. À la résidence Les Tilleuls, j'ai découvert que j'étais loin d'être un cas isolé. J'y ai rencontré Françoise Lambert, cette femme extraordinaire qui avait vécu une situation similaire et qui est devenue ma confidente, mon alliée, ma sœur de cœur. Ensemble, avec l'aide de Maître Lefebvre, cet avocat dévoué qui a cru en ma cause, nous avons commencé à dénouer les fils d'une conspiration bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Ce qui semblait être une affaire personnelle s'est révélé être un réseau criminel organisé dirigé par Victor Leroy, ce promoteur immobilier influent qui ciblait spécifiquement les personnes âgées propriétaires dans des quartiers convoités. Un système qui fonctionnait depuis des années, protégé par des complicités au plus haut niveau, y compris au sein de la police et de la justice. Grâce au courage de ma petite fille Camille, qui a découvert des documents compromettants, grâce à la détermination de la procureure Fournier et de l'inspecteur Duval, grâce à la mémoire précise de Françoise, ancienne greffière, qui avait remarqué des irrégularités dans des dossiers, nous avons réussi à faire tomber ce réseau. Des arrestations ont eu lieu, des procès se sont tenus, des condamnations ont été prononcées. Ma propre maison m'a été restituée, mais j'ai compris que son importance avait changé pour moi. Ce n'étaient plus simplement des murs qui comptaient, mais ce qu'ils représentaient, ma dignité, mon autonomie, mon droit de choisir. Et c'est pourquoi j'ai décidé de la vendre pour créer la Fondation Nouveau Départ, dédiée à aider d'autres personnes âgées victimes d'abus similaires. Le chemin vers la justice a culminé avec l'adoption de la loi Moreau, cette législation qui porte désormais mon nom et qui renforce considérablement la protection des personnes âgées contre les abus patrimoniaux. Chaque fois que j'entends parler d'une personne qui a pu faire valoir ses droits grâce à cette loi, je ressens une fierté mêlée d'humilité. Ma douleur personnelle s'est transformée en une force collective, en un bouclier pour protéger ceux qui, comme moi, risquaient d'être rendus invisibles par l'âge. Quant à Marcel, mon fils, notre relation reste complexe. Le pardon n'est pas venu d'un coup, comme par magie. C'est un processus lent, fait de petits pas, de conversations difficiles, de moments de doute et d'espoir. Il effectue ses heures de travaux d'intérêt général dans des résidences pour personnes âgées et parfois, dans son regard, j'entrevois des lueurs du garçon qu'il était autrefois. Est-ce que nous retrouverons un jour la relation que nous avions? Je ne sais pas, mais nous essayons et c'est peut-être tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. La Fondation Nouveau Départ occupe maintenant une grande partie de mon temps. Nous avons déjà aidé plus de 200 personnes âgées à récupérer leurs biens ou à obtenir des compensations. Nous offrons un soutien juridique, psychologique, administratif
Nous organisons des ateliers de sensibilisation dans les écoles, les universités, les entreprises, pour changer le regard sur le vieillissement. Car au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit. Être âgé ne devrait jamais signifier être moins digne de respect, moins capable de décider pour soi-même, moins visible aux yeux de la société. À 70 ans aujourd'hui, je porte un regard différent sur la vie. Cette épreuve terrible m'a enseigné que notre force intérieure est bien plus grande que nous ne l'imaginons, que les vrais amis surgissent parfois dans les moments les plus inattendus, que la justice, bien qu'imparfaite et parfois lente, reste une valeur pour laquelle il vaut la peine de se battre. J'ai appris surtout que vieillir dans une société qui valorise la jeunesse et la productivité par-dessus tout est un acte de résistance, que nous devons lutter non seulement pour nos droits individuels, mais pour une culture qui reconnaisse la sagesse et la contribution des aînés, que chaque ride sur notre visage raconte une histoire qui mérite d'être écoutée et respectée. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous invite à agir. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque nouvel abonné représente non seulement un chiffre, mais quelqu'un prêt à écouter ces histoires, à réfléchir sur elles, à faire partie d'un mouvement pour une société plus respectueuse de ses aînés. Laissez un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Plus nous toucherons de personnes, plus nous pourrons éveiller les consciences. Et surtout, commentez, partagez vos propres expériences, partagez vos réflexions, posez des questions. Le dialogue est fondamental pour briser le silence qui entoure souvent les questions du vieillissement, de l'abandon, de la violence contre les personnes âgées. Vos commentaires nous aident à savoir que nous ne parlons pas dans le vide, que nos histoires résonnent, que notre travail a un sens. Si vous le pouvez, aidez-nous également avec le « merci », notre façon de recevoir des dons pour maintenir la chaîne en activité. Produire ces vidéos implique des coûts d'équipement, de montage, de recherche. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à continuer à apporter des histoires, comme la mienne quotidiennement, à atteindre davantage de personnes, à élargir notre impact. Ce soutien financier est fondamental pour que nous puissions maintenir la qualité et la fréquence de notre contenu. Je vous laisse avec une réflexion finale. La véritable mesure d'une société se trouve dans la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Comment nous traitons nos aînés, nos enfants, nos malades, nos marginalisés. Chaque geste de respect, chaque acte de justice, chaque manifestation de solidarité nous rapproche un peu plus de la société à laquelle nous aspirons. Mon histoire se termine ici, mais la lutte continue, à travers la Fondation Nouveau Départ, à travers la chaîne Souvenirs de grand-mère, à travers chaque personne qui, touchée par ces histoires, décide d'agir différemment dans sa propre vie. Comme dit ce vieux proverbe, « Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, allons ensemble. » Allons ensemble, mes amis. Construisons un monde où aucun fils n'appellera sa mère en disant « Prépare tes valises, je vais t'emmener là où tu le mérites » avec l'intention de l'abandonner. Un monde où le vieillissement sera vu non comme un fardeau, mais comme un accomplissement. Un monde où chaque histoire de vie sera valorisée, chaque contribution reconnue, chaque personne respectée dans sa dignité fondamentale. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous soucier. Merci de faire partie de ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre j'aime, de commenter et, si vous le pouvez, de contribuer avec le merci. Votre soutien fait toute la différence pour que nous puissions continuer ce travail. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Souvenirs de grand-mère, où nous continuerons à partager des témoignages qui touchent le cœur, éveillent les consciences et inspirent le changement.